Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique cette semaine où je vais vous parler de ceci. Level Up. J'ai reçu mon pledge, voilà, les PDF étaient arrivés bien avant, mais j'ai reçu ça hier. Donc j'ai déjà lu bien sûr tout l'ouvrage. Là, je me suis concentré sur la présentation, les ouvrages physiques, en fait, ce que ça change. Alors, Level Up Advanced 5e édition, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, c'est à l'initiative d'un groupe de personnes qui publient régulièrement des suppléments pour la 5e édition, des gens qui sont attachés au site Morus RPG, un site américain qui est très intéressant, avec beaucoup de contenu, notamment sur l'actualité, des critiques, des présentations de jeux, etc., des forums très actifs, etc., etc. Et ils sortaient donc des suppléments pour Pathfinder et pour la 5e édition. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ils ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied de Wizard, puisqu'en fait, l'idée c'était de basculer le jeu sur quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus riche, avec en plus quelques tropes fondamentaux qui changent quand même particulièrement la donne, et d'amener la 5e édition vers quelque chose qui va plus parler à des joueurs qui aiment un peu plus le crunch, des persos plus définis, plus de richesse, plus de choses à gérer, puisqu'il y a toute une catégorie de joueurs dans la communauté, notamment la communauté américaine, qui sont assez friands de ce genre de choses. Du coup, ils ont fait un pledge, un quick starter, et le quick starter a bien marché et plusieurs ouvrages ont été débloqués. Alors la première chose à dire, c'est que j'étais un peu dubitatif, par exemple des illus de couverture et des illus intérieurs sur la version PDF, mais en fin de compte, quand on a les ouvrages, vous voyez, c'est très clair. Moi, ça me fait énormément penser à Pathfinder 2 au niveau de la maquette. On voit bien, d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui ont certainement participé à ce projet. Vous avez des petits marque-pages en tissu. Voilà, il y en a deux. C'est un gros ouvrage. Donc celui-ci, c'est l'équivalent du Player's Handbook. On est autour de 600 pages quand même, hein. 630 et quelques pages. Et cet ouvrage va vous expliquer la création de personnages, avec notamment ce qui change par rapport à la version de la 5e édition. Donc, qu'est-ce qui va changer? Vous allez choisir un héritage. En gros, je traduis, l'héritage, ça va correspondre un peu à votre race. Puis, vous avez une culture qui va être un petit élément de twist en plus. Puis, vous avez un background. Voilà. Tout ça, comme dans la 5e, vous donne des points, vous ouvre des points de compétences et vous permet de builder votre personnage. Le gros changement, enfin un des gros changements de cette édition concerne notamment l'équilibrage, à savoir, ils avaient remarqué, enfin ils trouvaient que certains niveaux à la 5e, c'était un peu des niveaux un peu perdus en fait. Vous preniez du niveau, vous aviez un petit peu plus de points de vie, mais il ne se passait pas grand chose quant aux capacités de votre personnage. Là, ils ont rééquilibré la chose. Et la deuxième chose qui change beaucoup la donne, c'est des points qui vont servir aux guerriers à en fait pouvoir enclencher des manœuvres de combat. Et là, ça amène une granularité et des possibilités dans les combats vachement intéressantes. Alors je vais pas vous faire le détail du livre parce qu'après on est sur de la 5e, voilà. Mais on va dire qu'ils ont en fait, quand vous regardez les effets d'annonce de Wizard pour leur jeu qui va sortir en 2004, je crois que c'est annoncé pour 2004, en fait tous les changements qu'ils annoncent sont déjà présents dans cet ouvrage. C'est pour ça que je dis que pour moi ça c'est le 5.5 de la 5e avec quelque chose d'un peu plus crunchy, mais aussi d'un peu plus intéressant, je pense, pour les joueurs qui sont plus sur de la simulation, de la tactique de combat, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si on compare, c'est assez intéressant peut-être de comparer
les trois offres qu'on a actuellement, alors ça, c'est pas traduit et à mon avis, ça ne le sera pas. Donc ça s'adresse malheureusement qu'à des anglophones. Ceci dit, c'est de l'anglais voilà, assez basique, hein. Si en plus vous avez de la 5e en français pour comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment abordable. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en fait, ces joueurs, enfin ces éditeurs, cet éditeur, il a la chance de s'appuyer sur une très grosse communauté, puisque notamment ils font paraître régulièrement des ajouts de règles, des ajouts de voilà, et il y a beaucoup de choses qui sont playtestées. Je dois dire qu'en termes de mécanique, si on compare à la 5e, bon, là il n'y a même pas lieu de comparer, c'est très largement supérieur, ne serait-ce que par la richesse des nouvelles mécaniques proposées. Si on compare avec Dragon chez Agathe, euh, alors, c'est le pendant. Dragon, moi, je le trouve très 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 bon sur l'univers. Notamment les parties pris les bestiaires correspondent à des zones de l'univers. Ça, c'est la première fois qu'on a ça dans le triptyque de base, et c'est plutôt pas mal. Ça vient renforcer la cohérence et la vie de l'univers, et je trouve que c'est vraiment bien, surtout dans le cadre des maîtres de jeu qui veulent développer une campagne. Par contre, en termes de gameplay, je pense que largement level up. Largement, on voit que les mecs, ils savent de quoi ils parlent. Tous les petits points de règles qui ont été rajoutés, voilà, sont bien pensés, sont facilement mis en œuvre. Moi, j'avais un personnage sur ma dernière campagne que j'ai fait jouer qui a testé donc le guerrier. Il y avait également un voleur d'ailleurs, et c'est vrai que les écoles de combat avec les manœuvres, ça fonctionne super bien, et les joueurs se sont régalés. Ils m'ont dit ah non, c'est vraiment bien, c'est pour le coup on retrouve le plaisir du plaisir tactique dans les combats. Donc attention, pour les joueurs qui aiment ça fait le taf. Les backgrounds, les origines, les cultures, je trouve que ça fonctionne très bien. On a des personnages un peu plus typés finalement que le principe des backgrounds de D&D, qui reste assez lâche en fait, avec juste un petit bonus par-ci, un petit bonus par-là. Là vraiment, ça va dessiner vraiment votre personnage et ça change tout. Donc moi je pense ils ont vraiment de l'avance sur le côté gameplay. Vous avez un écran, voilà, que j'ai pas encore déballé, mais qui, sans être emballant, parce que encore une fois il y a le titre du jeu au milieu qui bouffe presque 50% de l'élu. Enfin, il y a toutes les tables nécessaires pour faire jouer dedans. Vous avez un deuxième ouvrage dont la couverture claque beaucoup plus que sur les PDF. Là, c'est la bonne surprise quand j'ai reçu les bouquins. Monstrous Ménagerie, hein. Voilà, Monster Manuel, bien sûr, il ne pouvait pas utiliser le terme. Là encore, vous savez que dans la prochaine édition de Donjons et Dragons, les stat blocks des monstres vont évoluer. Ils vont passer à autre chose, quelque chose, paraît-il, de plus facile à mettre en jeu pour le maître de jeu, notamment ce qui concerne les sorts qui vont être gérés différemment, plus comme des actions bonus, en fait, comme des actions. Là encore, ils ont fait très très fort, je trouve. Vous avez à chaque fois le descriptif du monstre. Vous avez quelque chose de très intéressant. C'est une petite table à chaque fois qui s'appelle Legends and Lore et qui permet, sur un jet d'histoire ou de nature, en fait, le joueur d'obtenir déjà une certaine connaissance du monstre. Connaissance aussi bien dans l'aspect couleur et culturel que dans l'aspect tactique. Du coup, voilà, on en apprend sur les monstres et on peut les combattre, on peut faire des choix de combat différents. Donc encore une fois, ça vient renforcer la granularité et ça se met facilement en place. Ensuite, quand vous avez une entrée de monstre, là par exemple je suis sur les Ankegs, il vous donne différents types de degrés de difficulté, de CR en fait, à combattre. Vous voyez là, le CR 0 et 2, vous avez 2 à 4 Ankeg, et ça monte jusqu'au CR 5-10, où vous avez 2 à 3 Ankeg, plus 12 spawn, voilà, donc des Ankeg beaucoup plus jeunes. Et voilà, ils construisent une petite communauté qui vous permet un petit peu de doser
vos rencontres avec le monstre, et c'est pas juste un monstre, une entrée, et puis après, débrouillez-vous, faites-en ce que vous voulez. Vous avez également un autre tableau qui est super intéressant, c'est ce qu'ils appellent les signes. Alors les signes, il faut l'entendre comme des signes avant-coureurs quand les joueurs sont en exploration, essentiellement dans une caverne, dans du donjon ou même dans la nature, qui leur permettent de repérer certaines choses. Là, par exemple, pour les Ankeg, vous allez avoir des tunnels partiellement écroulés, voilà, avec éventuellement des restes d'équipements de victimes précédentes. Vous avez des racines qui sont rongées par l'acide, voilà, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque souvent, je trouve, dans la mise en scène des monstres dans les combats traditionnels avec des dés. Là, les signes avant-coureurs, ça vous permet vraiment, pour le maître de jeu, de gérer la montée en tension. Vous voyez, imaginez vos joueurs qui sont dans des ruines, petit à petit, ils trouvent un premier signe, un deuxième signe, et ça, maintenant, vous avez ces indications sur la description du monstre. Ce que vous n'avez pas. À Donjon, vous avez, chez Wizard, vous avez juste la description. Et puis, c'est au maître de jeu, dans le scénario, de prévoir éventuellement ça. De prévoir dans sa description de la zone souterraine, par exemple, que là, il va y avoir des traces d'acide, etc., qui correspondent à l'Ankeg. Bon. Et là, c'est très bien fait, parce que c'est, encore une fois, moi je trouve que les bestiaires sont souvent très inspirants pour les maîtres de jeu. Et là, bah, voilà, on a quelque chose de vraiment superbe. Alors, j'ai pas compté le nombre d'entrées, peut-être qu'ils le mettent à la fin. 600 monstres. Hein. 600 monstres, sachant qu'en plus, après, une fois que vous avez le modèle et que vous avez compris un petit peu, il vous est tout à fait possible d'aller piocher dans les bestiaires de Cobble Press, par exemple, et de rajouter ces petits tableaux avec des signes, etc. Donc ça vous montre aussi la méthode utilisée qui peut être réadaptable par vos soins avec tout autre monstre que vous allez prendre dans un autre bestiaire. Parce que bon, les monstres, on n'en a jamais assez, hein, c'est toujours le bon vieux truc. Alors, il n'y a pas de grosses... comment dirais-je, il n'y a pas de gros bouleversements. Hein. On a les Dretch, on a les Quasites, on a les Nafelchi, on a les Rocs, on a les Shadow Demon, on a les Doppelganger. On va retrouver toute la ménagerie à laquelle le Dragon Turtle, toute la ménagerie qui fait un peu le sel et la couleur du jeu. Même si pour Donjons et Dragons, l'idée de la couleur, c'est qu'elle balaye un spectre le plus large possible, puisque tu peux faire jouer essentiellement aussi bien des intrigues humano-centrées que vraiment mettre l'accent sur les monstres et donner une couleur à toute votre aventure en utilisant certains monstres précis avec l'écosystème qui s'y rapporte. Bref, on a quelque chose, voilà, le Ghost, enfin, on les retrouve tous, Cloud Giant, etc. Sauf bien entendu ceux qui sont déposés par Wizard, comme le Beholder, etc., etc. Vous avez le Kraken. Bon, alors, ceux qui sont chez Wizard, vous ne les retrouverez pas. Il n'y aura pas d'Illithid, par exemple, mais vous avez quand même tous les autres monstres du SRD, puisqu'ils sont partis sur le principe de la licence SRD, d'ailleurs, qui doit être... j'imagine, à la Open Game License, voilà, qui est reprise à la fin. Donc on a quelque chose de très très riche, de très très pratique, et bon, on le sait tous, le bestiaire c'est indispensable quand vous faites jouer à ces jeux-là. Autant il y a des jeux plus récents qui sont pas du tout sur ce découpage-là, autant on le sait. Donc c'est un très beau bouquin. Encore une fois, le nombre de pages peut-être donc 600 monstres pour un total de 530 pages. Ensuite, vous avez, ça c'était une proposition en plus dans le pledge que moi j'ai pris. Alors Russ Morrissey, voilà, Morus et Mike Miller, c'est voilà, Morus pour le site Morus RPG. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, c'était plus par curiosité et puis parce que je me suis dit, tant qu'à pledgeons la totale. Ils se sont amusés à reprendre des grandes figures de la mythologie, alors au sens très large, au sens
on appelle ça, la conscience commune, l'espèce de l'inconscient collectif, on va dire. Et ils ont donné des stat blocks. Vous allez retrouver par exemple Aladdin, vous allez retrouver Alan Quatermain, Anne Bonny, Anteus, Ansu, Arklin, Arthur, avec Excalibur, Atalanta, Baba Yaga, vous voyez des noms qu'on connaît bien. Encore une fois, c'est bien fait parce que vous avez beaucoup de background. Alors bon, l'intérêt de cet ouvrage, il est quand même, il faut bien le dire, un peu limité parce qu'à moins que vous choisissiez de faire jouer une aventure centrée sur un de ces personnages, enfin qui fait intervenir en tout cas un de ces personnages de la mythologie, vous n'allez pas trop l'utiliser. Par contre, je pense que en vous en inspirant, vous pouvez partir d'une de ces entités et décliner un archétype. Par exemple, là, je suis à la page de Dédale. Bon, alors, bon, effectivement, vous n'allez pas faire jouer Dédale tel quel dans une de vos aventures. Par contre, si vous prenez quelques minutes pour réfléchir au concept même sous-tendu par le personnage de Dédale et à son archétype, vous pouvez après reprendre les caractéristiques et en faire quelque chose d'original dans votre campagne. Vous avez aussi du plus contemporain. Là, je tombe sur Dorian Gray. Vous voyez, bref, c'est un peu Dracula. C'est un peu un ovni, ce bouquin, mais bon, j'avais envie de voir Frankenstein. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Et encore une fois, c'est bien fait. Le truc à dire, c'est que c'est pas forcément très utile, mais il y a encore une qualité. Julie Daubigny, Mademoiselle de Beaupin, Le monstre du Loch Ness. Enfin, vous voyez, c'est sans fin en fait. Ça peut aussi être quelque chose quand vous le lisez qui va vous donner des histoires pour des intrigues à reprendre en les tordant à votre sauce. Voilà, donc ça c'était un livre à part. Il y a un livre qui n'a pas encore été livré, c'est la campagne Zeitgeist. Ça c'était un bonus, Memories of Oldenshire. C'est un scénar. Bon scénar, hein, on est déjà sur du 112 pages, avec quelque chose, voilà. Alors c'est couverture souple. Voilà, l'intérieur est aussi toujours très bien, hein, toujours un peu sur cette maquette qui moi me fait, j'ai plus de bouquin de Pathfinder 2, si j'en avais un je regarderais, c'est vraiment très, me semble-t-il, très très proche. Voilà, je n'ai pas lu encore cette campagne parce que j'aime pas trop lire en PDF, donc j'attendais d'avoir les bouquins. Peut-être je vous ferai un retour si je la lis, mais en tout cas voilà, une campagne en 3 actes et puis pas mal d'appendices où vous avez des précisions sur les créatures, les choses qu'on va rencontrer dans cette campagne. Bonne idée encore, hein, parce qu'on sait aussi que ce qui fait la différence sur les nouveaux jeux, c'est pas tant je vends le triptyque de base et puis basta, parce que sinon le jeu il disparaît très vite une fois que l'actualité du crowdfunding est passée, avec en plus ce décalage de 6 mois à 5 ans, on va dire. Il faut que le jeu il vive derrière. Et la meilleure façon de faire jouer le jeu, si vous n'avez pas une communauté avec des gens qui écrivent leurs scénarios, c'est vraiment de proposer des scénarios, des campagnes. Hein. Rappelez-vous comment, à l'époque de D&D4, comment les gens de Paizo pendant quelques temps, même plusieurs années, préempté la première place du classement des ventes JDR, tout JDR confondu. C'est tout simplement en fidélisant leur clientèle avec les campagnes. Parce qu'en plus, le jeu Pathfinder 1 était gratuit. Tout accessible, all access, sur des sites internet qui étaient plutôt pas mal faits, hein, en plus. Donc voilà. Et de là, ils ont bâti quand même tout un empire, Paizo, vraiment, parce que ils ont mis l'accent sur les histoires, les campagnes, voilà. Ce qui correspondrait au 3e ouvrage du triptyque, donc, c'est Trials and Treasures. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? On va retrouver un petit peu des conseils pour le maître de jeu, comment préparer ses rencontres, comment gérer l'exploration, différents challenges qu'on peut faire intervenir, les récompenses, les objets magiques, les maladies. Donc vraiment, voilà, il faut le voir comme un Dungeon Master Guide, mais regardez, si vous comparez avec le triptyque traditionnel, on va dire, le premier ouvrage est déjà tellement complet, tellement bien fait, qu'on a en fait un livre peu épais
pour le maître de jeu, mais qui va vraiment s'attarder sur ce qui va faire la différence. Et encore une fois, on le sait tous, ce qui fait la différence, bah, c'est le gameplay qui va pouvoir se greffer et arbitrer et faire vivre toutes les situations qu'on va rencontrer au cours des aventures qu'on fait jouer. Et là, je veux dire que c'est pareil, celui-là, je l'ai survolé en PDF, mais voilà, c'est vraiment des gens qui, sur le design, savent de quoi ils parlent. Et ça fait plaisir quand on joue un peu, même si en ce moment je suis dans une période où j'en ai un petit peu marre des jeux à dons et tout ça, c'est toujours... il y a cette très bonne odeur en plus de livre neuf, donc on ne se lassera jamais. C'est toujours super intéressant d'avoir du crunch des règles qui sont bien foutus, qui sont faciles à appréhender, facile à mettre en œuvre, à faire jouer, et du coup on les oublie pas et très vite elles viennent enrichir notre expérience de jeu. Et là, ça va être beaucoup moins broken que moi j'ai été très déçu par exemple. Au départ, je trouvais ça super intéressant, la classe de lettré chez Dragon, et puis je me suis fait un lettré, à l'époque je jouais dans une campagne, je me suis fait un lettré et on s'est très vite rendu compte avec le maître de jeu qu'en fait sur le papier ça paraissait pas mal, mais à faire jouer c'est une calamité, pire que les familiers, c'est pas peu dire. Donc voilà, donc en fait bah voilà, comme je vous disais, si on devait pour terminer peut-être là-dessus faire un peu un comparatif de l'offre, alors vous avez le tenant du titre, Wizard, qui moi à mon avis avance droit dans le mur pour des choix d'orientation qui, je pense, commencent déjà à pas mal gaver une partie de la communauté, et puis là ça en devient tellement ridicule que je pense qu'ils vont finir par dégoûter les gens, et comme il y a d'autres offres, je pense que ces gens-là vont se reporter sur d'autres choses. Voilà, je pense qu'on va vers quelque chose de plus en plus lisse, de plus en plus naze en fait, voilà, pour des raisons idéologiques qui, bien sûr, hein, respect, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu dommage quand même, et je pense qu'à mon avis ils vont se prendre le mur rapidement avec leurs concepts qui sont voilà, au-delà du fait que c'est imposé d'une façon un peu dictatoriale quand même, se vont pas dans le bon sens d'après moi. Ce sera intéressant un jour de faire une table ronde avec des gens qui jouent pour savoir un peu ce que chacun en pense, et qu'on puisse donner la parole à beaucoup de personnes importantes, c'est-à-dire les joueurs de la communauté qui sont obligés de subir le truc et n'ont pas vraiment leur mot à dire, ce qui est quand même dommage. Rien que ça, pour moi, ça disqualifie l'éditeur. Et en plus, sur ce qu'ils ont annoncé du jeu qui sort en 2004, c'est un copier-coller de ce que propose dès aujourd'hui Level Up. Donc bon, vous voyez, ça fait quand même beaucoup entre le retard, le mauvais esprit, ça fait quand même voilà, des petits indices qui moi me font dire que ça risque d'aller dans le mur. La deuxième offre, c'est Dragon. Alors Dragon, moi je trouve les bouquins sublimes, la maquette est très très belle, il y a des très bonnes idées, j'ai adoré, alors je crois que la personne c'était Iris, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a nommé sur les forums, qui s'est occupé de le monde qui va autour. Je pense qu'il y a un boulot, c'est très classique, mais ça le fait super, et c'est peut-être ce qui me manque dans la 5e édition avec D&D, puisque pour l'instant, même s'il y a des choses qui vont sortir, il n'y a pas de setting, on reste sur les vieux settings, voilà, il y a quelques bouquins de setting, mais bon, alors là, c'est pareil, c'est des prises de position qui font que moi je trouve que c'est pas des settings intéressants, mais pourquoi pas, ça draine certainement quelques joueurs, mais il n'y a pas vraiment d'univers en lui-même, la marque du jeu sous-tend un univers, et en fait on s'aperçoit quand on est maître de jeu et qu'on aime bien ne serait-ce que écrire ces histoires, proposer ces aventures, que c'est quand même bien de pouvoir s'appuyer sur un setting avec quelques concepts forts qu'on peut après décliner et faire vivre
Et pour ça, Agathe est géniale. Par contre, on sent qu'ils sont moins... C'était déjà, je trouve un peu aussi le problème avec Esteren. Il y a des idées très originales, une façon de présenter les choses superbe. Par contre, en termes de gameplay, moi je trouve ça un peu faible. Bon, c'est un avis personnel. Voilà, donc inutile de dire que si vous parlez en anglais et que vous hésitez entre les trois jeux, moi je vous conseille Level Up pour tout ce qui est règles, tout simplement. Voilà, tout ce qui est les classes de personnages, la magie, comment elle fonctionne, les guerriers avec leurs points d'exertion point, enfin les exertion points qui leur permettent d'acheter des manœuvres d'un rang plus ou moins haut selon leur niveau. Pour l'univers, sans conteste, l'encyclopédie de Dragon, et puis la 5e, je sais pas, brûlez vos livres, peut-être. Non, je plaisante. Mais voilà, pour moi, ils sont Dragon, l'univers, Level Up, le crunch, et vous avez de quoi jouer toute votre vie en mode fan. Si vous avez une table qui est intéressée par ce type de proposition, encore une fois, un peu du jeu tactique quand même, mais avec des personnages riches, sans tomber dans les catalogues de dons à la Pathfinder 1, qui ont fini par assommer un peu les joueurs, surtout quand on commence à grimper dans les niveaux, sans problème. Level Up, c'est une très belle proposition. Il reste un livre qui va sortir plus tard, c'est leur fameuse campagne, Zeitgeist. Alors moi j'avais souscrit en PDF à l'époque, puisqu'ils sortent aussi des suppléments PDF, les 2 ou 3 premiers chapitres de la campagne. C'est du steampunk, donc voilà, encore une fois, il faut accrocher avec la proposition. Par contre, c'est très fouillé, c'est très bon. Voilà, moi je trouve que les gens de Morus RPG là font vraiment un très bon boulot, et je vous invite, même si vous aimez le jeu de rôle et que vous parlez un peu l'anglais, à aller sur leur site Morus RPG. Vous aurez, je pense, une bonne surprise. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.